Nous entamons ce soir notre série de reportages sur la crise économique en allant en Espagne. Salut les amis! Comme vous avez pu le voir, en 2008, l'Espagne vit les débuts d'une crise économique qui aura de nombreuses conséquences. D'abord, il y a le chômage, qui monte à un taux de 24,4% en mars 2012, ce qui signifie qu'un quart de la population active est sans emploi, ce qui est énorme. Les hommes et femmes sont là depuis tôt le matin, à l'heure où l'on ramasse les ordures, en file, pour un rendez-vous au bureau d'emploi. Avant la crise, et donc avant l'éclatement de la bulle immobilière, l'Espagne était le pays qui créait le plus d'emplois. Or, depuis cette crise, l'Espagne est devenue le pays qui détruit le plus de postes. Vient s'ajouter à cela l'économie souterraine, ou autrement dit, le travail au noir qui aggrave la situation. L'Espagne est un joli exemple d'effet boule de neige, puisque le chômage ainsi que l'impossibilité d'accéder à un logement impactent sur l'émancipation des jeunes notamment, qui n'arrivent pas à trouver un job fixe, ce qui ne leur permet donc pas d'avoir une vie adulte indépendante. Des tanguis donc qui tentent leur chance ailleurs, ce qui influe aussi sur le solde migratoire. Ça y est maman, je te quitte pour de bon. On vient de relever les conséquences de la crise, mais quelles sont ses causes? Une bulle immobilière ayant fragilisé le secteur financier et bancaire du pays, et une cause plus structurelle comme un déficit élevé. Plus largement, retenons que la crise économique de l'Espagne est liée à la crise économique mondiale, mais aussi et surtout, et c'est ce qui nous intéressera, à la crise de la dette des pays européens. Ce qui nous amène à notre problématique, l'endettement des pays européens, aussi appelé la dette publique. Quand on parle de dette publique, il s'agit du cumul des dettes contractées par l'ensemble des administrations publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics. On distingue la dette de court terme, 1 an ou moins, à moyen terme jusqu'à 10 ans et à long terme, au-delà de 10 ans. La dette publique augmente à chaque fois qu'un déficit public est financé par l'emprunt. Ainsi, on distinguera dette publique et déficit public. Le déficit public apparaît lorsque le total des recettes fiscales, à savoir les prélèvements obligatoires tels que les impôts, les taxes, les cotisations sociales, est inférieur aux dépenses budgétaires des administrations publiques. Ces dépenses sont souvent liées au système de santé et de retraite ou à d'autres investissements. Un budget est équilibré lorsque le total des recettes est égal au total des dépenses. Le fort taux d'endettement d'un pays s'explique donc par des causes structurelles et conjoncturelles. Pour donner un exemple, le vieillissement de la population augmente les dépenses publiques puisqu'il entraîne une hausse de la sécurité sociale. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il est dangereux d'avoir une dette trop élevée puisqu'un État peut faire faillite. On dira dès lors qu'il fait défaut, ce qui signifie qu'il n'arrive pas à rembourser sa dette. Il faut alors le rééchelonner. Aujourd'hui, le FMI est là pour aider les États à ne pas faire faillite et sert de médiateur entre le débiteur et ses créanciers. Mais sachant maintenant l'étendue du problème, on fait quoi? Deux solutions un peu trop audacieuses ont été données pour sortir de la crise. La première étant une relance par l'inflation, c'est-à-dire une augmentation générale et durable des prix. Malheureusement, une fuite dans l'inflation ne se contrôle pas et ne se commande pas. Mieux vaut opter alors pour une faible croissance et plutôt une déflation, comme c'est le cas au Japon, où l'on se montre solidaire et on prouve que l'on peut vivre avec une dette au long terme. La deuxième étant de remettre complètement notre modèle social en question, qui comprend trop de gaspillage, trop de profiteurs, etc. Seulement, à faire cela, des conséquences sur la cohésion de la société risqueraient de survenir. Du coup, il est préférable de tenter d'assainir les finances publiques et être capable de mieux gérer son budget. Enfin, d'autres solutions sont proposées, comme le fait de lutter contre l'évasion fiscale ou encore la finance de l'eau. Personnellement, je suis contre la fraude fiscale.